Nous avons quelques invités aussi en ligne. Je vais donc parler fort, j'invite mes autres à faire de même. Je suis Fulvio Caccia, membre du comité de la diversité linguistique et du cercle littéraire, qui fait partie du cercle littéraire international, qui lui-même fait partie du réseau des pen clubs internationaux. Le cercle littéraire international a été fondé en 1921 par Anatole France. Il a pour objet justement la défense de la liberté d'expression et la connaissance mutuelle des littératures et des langues, à la fois françaises mais aussi étrangères. C'est ça l'objet de notre association, donc de 100 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu à l'époque, qui a fait une première grande guerre mondiale, et qu'il fallait que les intellectuels et les écrivains puissent réagir à cela. C'est pour ça qu'à Londres a été créée cette association par une femme, et qui a réuni autour d'elle les grandes figures, les grandes plumes de son époque. Cette table ronde sera donc dédiée au thème de la traduction des langues et de l'immigration. Quels enjeux pour notre société? Si la langue de la cité est l'une des 4 échelons de la sociolinguistique, identifiée notamment par Henri Gobard, qui est un sociolinguiste, que cite Deleuze dans un de ses nombreux livres, et la langue de la cité est surtout la langue de son administration. Savoir la comprendre et l'assimiler permet d'être reconnu comme citoyen et d'éviter ainsi les malentendus qui alimentent la méfiance et nourrissent les clichés racistes. C'est dire son importance. En dressant le glossaire de l'administration française en soninké, arabe et persan, et donc farsi, Barbara Cassin, qui la préside, et Daniel Bosny mettent en lumière ces enjeux et le pouvoir qui lui est rattaché. Car il s'agit tout à la fois de comprendre et d'être compris par l'autre. C'est en plein le discours de l'abbé Grégoire, je le rappelle, à l'Assemblée nationale en 1794, lorsqu'il a institué le français comme langue de la République. Mais la langue de la cité, donc la langue véhiculaire, a un avers tout aussi important, la langue de référence, la langue de la littérature. Ça me touche, nous, ici, au Pen Club français, cercle littéraire international. Comment les écrivains de l'immigration écrivent-ils avec la mémoire de la langue maternelle? Quel usage font-ils de cette dernière? En vrai, servent-ils de modèle pour leur communauté ou au contraire s'en écartent-ils absorbés par la communauté littéraire à laquelle ils font allégeance par la langue? Ces 2 aspects de la langue véhiculaire et la langue référentielle, sont intimement liés et plus que jamais d'actualité. Pour en discuter, donc, nous avons invité 3 intervenants, 4 on peut dire. Elia Habibi Farr, qui sera accompagné d'Amir Zamdi, qui sont les traducteurs de glossaire, ici, présent. Je crois que c'est le bleu. Voilà. On va le faire circuler d'ailleurs. Je vais vous inviter à voir, à consulter ces glossaires qui sont tout à fait précieux et importants. On va expliquer pourquoi. Qui sont donc les traducteurs de la Maison de la Sagesse traduire. Il y a Carlos Semedo à ma gauche, le président de la Maison des langues et des cultures de Bervilliers, et Mia Lecomte à ma droite, qui est poète, écrivaine italo-française, cofondatrice du collectif Lingua Franca, et qui va nous parler, elle, de l'expérience italienne en ce domaine. Mais avant de donner la parole à nos invités, j'en profite pour remercier notre soutien financier principal, qui est la SOFIA, qui nous permet de tenir ces rencontres, ainsi que nos partenaires d'aujourd'hui qui ont bien voulu se mobiliser pour l'occasion. En premier lieu, je veux mettre en lumière la Maison de la Sagesse Traduire, représentée notamment par sa secrétaire générale Marie-Thérèse Cerf, qui est ici présente, et aussi par d'autres membres de l'association. Je pensais aussi à Ronan, mais il n'est pas là. Je pense que Ronan, non. Voilà.
Il y a à ma gauche représenté la Maison des langues et des cultures d'Aubervilliers que je viens de citer, avec son président. Et enfin, Lingua Franca, représentée par sa cofondatrice, à ma droite, et sa nouvelle secrétaire générale, Marianne Cordelec, qui est, au fond, qui sera aussi la nouvelle présidente de cette association. Il y a présent aussi de cette association Patrick Williamson, un poète, un traducteur du domaine en anglais, notamment. Il a A1. Oui, mais né à Madrid. Né à Madrid, donc c'est pas tout à fait. Mais qui a notamment publié une anthologie de la poésie contemporaine et anglaise. Aussi, toujours, il y a Monique Calinon, qui est membre du conseil d'administration de Lingua Franca, mais aussi nouvelle trésorière du Pen Club français. Et puis d'autres membres qui sont de l'association du Pen Club, qui, comme nous sommes la puissance invitante, nous ne les citerai pas. Je présente, mais je le dis quand même parce qu'on est plus nombreux. Il y a notre présidente je vais le faire pareil parce que c'est quand même, nous sommes la puissance invitante. La nouvelle présidente, Carole Mestropian, qui est devant nous, qui est devant moi plutôt, derrière vous. Il y a Patrick Pijas, qui est un des piliers de l'association, et Malik Diarra, qui est aussi à ses côtés, et qui anime d'ailleurs ici tout un comité lié à l'immigration. Et il y a Colette. Et Colette Klein qui est là. Je remercie. Ah oui, Colette qui est aussi une membre active, combien de l'association et qui est toujours vaillante dans les actions que nous conduisons. Voilà. Je suis sûr que puissance invitante, ça doit être dans les dossiers. Puissance évidente, je ne sais pas, mais on va tester. Je l'ai pas vu. Puissance évidente, oui, je pense, c'est le vocabulaire de la diplomatie. Bien, ceci étant dit, je vais commencer par vous, Carlos Semedo. Ce n'est pas la première fois que vous venez à cette tribune, mais j'en suis très content. Depuis plusieurs années. Vous présidez la Maison des langues et des cultures d'Aubervilliers. Et la première question que je vais vous poser, puisque vous en étiez le fondateur, l'instigateur, qu'est-ce que la Maison des langues et des cultures d'Aubervilliers? Quels sont ses objectifs? Quelle est sa singularité et ses activités? Et n'oubliez pas de nous mentionner le site web, ça peut intéresser certains de notre auditoire. Alors, la parole est à vous, Carlos. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ravi d'être avec vous, de partager ce moment sur un thème qui est pour nous, à la Maison des langues centrale, vraiment au cœur de la raison d'exister de cet endroit Dieu, cette unité. C'est un plaisir d'accueillir le président de Ah, bienvenue à notre pour la culture sonore. Ah, bien. Bon, ben, très bien. Merci, monsieur. Bienvenue à chaque littéraire international. Un peu de français. Continuez. Donc, j'avais commencé. Je suis ravi d'avoir coupé pour accueillir ton entrée. Merci beaucoup. Plaisir pour vous. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, et ils doivent être nombreux dans cette salle, Aubervilliers, c'est une commune qui se trouve derrière le 19e et le 18e arrondissement, qui est située entre Porte Aubervilliers, Porte la Villette et la partie qui est en Seine-Saint-Denis. C'est un peu moins de 100 000 habitants, mais ça approche chaque année. Et c'est à peu près la même densité que les quartiers parisiens. C'est un des rares endroits en Seine-Saint-Denis qui a une densité urbaine de type ville, type parisien.
Aussi parce que beaucoup de zones industrielles, anciennement industrielles, devenues des friches pendant plusieurs dizaines d'années, ont été réinvesties pour construire de l'habitat ou des entreprises de services ces dernières années. Et donc la population qui a eu, qui avait subi de plein fouet la crise de réorganisation industrielle de la France dans les années 70, la population d'Aubervilliers avait baissé. Aubervilliers avait perdu 20 000 habitants. Et on a retrouvé sa population au monde seulement dans les années 2000, grâce justement, ce que je disais, après une période de passage à vide terrible, qui a beaucoup marqué les mentalités, le mode de vie local. Aubervilliers s'est retrouvé un petit peu dans les années 2000 à chercher des chemins de développement, d'un nouveau développement, ancré maintenant sur ce qui sont aujourd'hui sur l'économie contemporaine. Donc la priorité à des entreprises de services, de proximité, et il n'y a plus d'industrie. Il y a toute une partie de la population qui n'était pas forcément française, je vais y revenir, parce qu'Aubervilliers, même dans les années 70, et même depuis la fin du 19e siècle, Aubervilliers était déjà une zone de très grand croisement des peuples, parce que Aubervilliers, comme la première couronne de la Seine-Saint-Denis, s'est constituée en tant que puissance économique, une puissance économique énorme, grâce à l'importation de vendeurs, à des flux de vendeurs, et au tournant du 19e au 20e siècle, Aubervilliers était déjà une zone cosmopolite, avec des personnes qui venaient de toute l'Europe, bien évidemment, toutes les régions de France, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose déjà de venir migrer du Limousin ou de l'Auvergne vers Aubervilliers. C'est ça qui a permis aux industries de fonctionner. Ensuite, par cercle concentrique, toute l'Europe était par là. Il y a un quartier d'Aubervilliers qui s'appelle aujourd'hui Quatre Chemins, qui s'appelait, il y a un siècle, la Fille Prusse, parce que, qui est une appellation un petit peu étrange, il n'y a jamais eu de Prussiens, mais il y avait des gens qui venaient de l'Est de la France, là où on ne parlait pas français, on parlait francique. Et de plus, bon nombre parmi eux n'étaient pas vraiment des catholiques, souvent des protestants, donc c'est une double étrangeté, ils étaient considérés comme des étrangers, et on les appelait les Prussiens. Mais il y a plein d'autres petits quartiers, il y a la petite Chine, il y a eu la petite Espagne, la petite Italie, etc. Et Aubervilliers était à la faveur du développement industriel, composé comme ça, comme en puzzle de migrants qui venaient de partout. Donc ça fait partie c'est très à la mode de parler de ça, c'est un peu l'ADN d'Aubervilliers, c'est d'être cosmopolite depuis très longtemps. Dans les années 2010 et suivantes, 2015-2020, Aubervilliers arrive à avoir 115 et 120 nationalités dans sa population à chaque recensement. Et plus de la moitié de la population aujourd'hui est étrangère, de nationalité étrangère, on est de nationalité étrangère, on est à l'étranger, même quand ils sont français, on est à l'étranger, on est hors d'Europe. Donc bien plus que la moitié de la population. Donc si on avait cherché les origines, tout à l'heure on parlait des origines croisées des grands-parents, c'est le pourcentage de population de l'humanité qui est le résultat de ces mouvements permanents de l'humanité essentiels et fruit de ces migrations. Et donc, alors, du point de vue social, je ne vais pas développer, mais du point de vue culturel et linguistique, ça donne un endroit que les sociologues considèrent très intéressant à observer, bien évidemment, mais qui n'est pas une évidence dingue quand on y habite, parce que les nouveaux migrants connaissent mal les règles du jeu, connaissent mal la langue, déjà, ça va le rôle de la langue comme un indispensable à la citoyenneté ou à l'intégration. Je ne sais pas ce qu'a dit le mot intégration, mais moi je l'ai dit. Avant même la citoyenneté, déjà s'intégrer, c'est-à-dire trouver les chemins d'école pour les enfants, du travail pour soi-même ou pour son époux ou épouse, l'endroit où il y a un centre de santé, où il y a un commissaire à la police, déjà c'est ça l'intégration. Après, si en plus on rajoute la citoyenneté, c'est formidable. Mais en général, ça met du temps.
Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas uniquement parce qu'on travaille, on paye des impôts, qu'on est un bon citoyen. Et là, déjà, ça nécessite en plus un bon niveau de connaissance du français pour ne pas se faire manipuler lorsqu'on essaye de rentrer dans la vie sociale et politique. Voilà. Donc, cette situation fait qu'il y a beaucoup d'associations créées par des ressortissants étrangers, par des communautés migrantes, qui, pendant une période, sont les lieux de solidarité, d'échange, de retrouvailles, de construction, de cette intégration, cette première intégration, qui est d'avoir un endroit qui est en même temps centre social, un centre d'emploi, un lieu d'échange d'informations utiles, etc., etc. Et donc, heureusement, dans cette société-là, qui est fragmentaire et fragmentée, il y a des associations qui recollent les morceaux, des associations créées par les migrants eux-mêmes et qui font une partie du travail que les institutions ne savent pas, ou ne veulent pas, ou ne peuvent pas. Et donc, les associations constituent en ciment quasi invisible quelquefois, qui relient des groupes de personnes qui sont actifs dans leur souci de s'intégrer, trouver une place pour eux, leur famille, etc. Et donc, moi j'ai eu le bonheur de travailler dans cette ville pendant quelques dizaines d'années, dans un endroit qui était à la direction de la vie associative et des relations internationales, que j'avais eu le bonheur de créer, de faire accepter par les élus municipaux. Ça n'existait pas, j'étais un peu pionnier dans cette construction. Il n'y avait pas de direction de la vie associative, il n'y avait pas de direction des relations internationales, il n'y avait pas de troisième direction que j'avais créée, qui était la direction de l'intégration et de la citoyenneté des étrangers. Et avec les trois composants, vie associative, citoyenneté des étrangers et relations internationales, on a travaillé sur beaucoup de projets pour soutenir l'effort de ces associations, ces familles, ces groupes familiaux dans leur démarche d'intégration. Et en même temps de les faire évoluer pour éviter des pièges ghettoisants, des pièges qu'on met généralement dans le mot communautarisme. Voilà, donc, le dialogue entre les cultures, le dialogue entre les groupes, le dialogue entre les associations, et ça dans le concret à travers des projets menés ensemble et appuyés ou stimulés par les services publics. Et c'est ça qui a conduit à la création de la maison des langues et des cultures d'Aubervilliers. C'était en quelle année? Donc, dans les années, on a commencé à soutenir les associations qui voulaient transmettre la langue et les cultures des parents aux enfants. Oui. Parce que c'est fondamental. C'est une des questions fondamentales pour nous. Oui. Souvent, vous le savez probablement, pendant très longtemps, entre autres grâce à des gens comme l'abbé Grégoire que tu as cité tout à l'heure, nos institutions ont poussé, sinon sanctionné, je ne sais pas, au monolinguisme et à la pratique de la langue française comme langue unique à la maison, en essayant de culpabiliser les familles et les parents, en prétendant que si les enfants écoutaient une langue à la maison et une autre à l'école, ils allaient être des gens un peu paumés, que la scolarité ne serait pas réussie, etc. Et vous le savez probablement, j'espère que personne ici n'a été victime de ce type d'injonction. Ça a fonctionné. Ça fonctionne d'ailleurs encore dans beaucoup de têtes. Il y a des personnes aujourd'hui qui continuent à croire que des parents, même s'ils ne parlent pas très bien le français, doivent se forcer à parler toujours en français auprès de leurs enfants. Ce qui donne des situations absolument calamiteuses où l'enfant finit par avoir honte de présenter les parents à des Français francophones, parce qu'il sait que le père ou la mère ne parle pas très bien, il va avoir honte de ça. Il a honte d'amener les parents à l'école comme interlocuteur, il va essayer de truander, de manipuler la situation pour s'en défendre, etc. Donc, on arrive à quelque chose qui est terrible, c'est désautoriser les parents auprès de leurs enfants. Voilà. Donc, nous, en prenant ça comme point de départ, on a voulu construire un endroit. Alors le nom, c'est Maison des langues et des cultures, où d'un côté, on pousse les parents à transmettre leur langue à leurs enfants.
coûte que coûte, avec leurs moyens du bord. S'ils sont lettrés, tant mieux. S'ils ne le sont pas, au moins la langue parlée, ils peuvent la transmettre. Même pour les analphabètes. Au minimum, c'est transmettre la langue parlée. Ensuite, un endroit où les parents, comme tous ceux qui en ont besoin, ceux qui n'ont pas d'enfants aussi, peuvent se ressourcer et améliorer leur niveau de pratique du français. Et donc, c'est un endroit où on accueille toutes les personnes. On ne demande pas quelle est leur situation administrative, ce n'est pas notre problème. On leur demande quelle langue ils veulent travailler. Et c'est le français. Et 80% à peu près des personnes qui viennent vers nous cherchent à améliorer leur niveau de français, parler, écrit, compris, lu, etc. Nous avons des réponses. Je vous en disais tout à l'heure, le programme que nous avons pour le mois de septembre, nous avons des ateliers et des cours du lundi au samedi, matin, après-midi et soir, 11 mois sur 12, ce qui fait un mois d'août seulement. Et donc, nous avons là, on vient d'ouvrir en mois de septembre, nous avons des inscriptions qui sont en train de se faire, nous avons des ateliers qui sont déjà au complet, nous allons ouvrir de nouveaux ateliers au mois d'octobre, après, on verra comment ça évolue. Mais on dit à chaque fois que apprendre le français ne veut surtout pas dire oublier ce que vous savez déjà, et au contraire, on veut le valoriser. Et là aussi, c'est le deuxième aspect de notre maison. C'est non seulement apprendre le français, mais c'est valoriser ce que vous avez déjà. Valoriser ce que vous êtes en arrivant ou en arrivant chez nous. Chez nous, à la maison des langues. Donc, si la personne parle ou communique dans 2 ou 3 autres langues, on essaie de créer des situations où il peut le transmettre et il peut partager ce savoir. Il peut donc valoriser ce qu'il sait. Et la même chose pour sa culture, parce qu'une langue est toujours territoriale. Elle est toujours ancrée sur une culture. Il n'y a pas de langue peut-être l'espéranto, je ne crois pas. Je crois que ça correspond à une culture. Mais donc, c'est comment on cultive cette conjugaison entre les langues et les cultures. Donc, c'est par le partage, la transmission, l'échange. Est-ce qu'il y a en région parisienne, ailleurs, est-ce qu'il y a des expériences similaires avec lesquelles vous êtes en contact, des leçons? Non, Vous êtes assez unique, c'est ce que j'avais. Malheureusement, c'est ça, tu as dit singulier, et moi j'ai pensé solitaire, parce que c'est pas une solitude qui me plaise beaucoup. Ah oui, c'est ça. Mais on a démarré en 2019. Oui. Et le démarrage en 2019 c'était très bien pour nous. C'est une bonne année pour démarrer quelque chose, mais en même temps, c'est très proche de la fin des mandats municipaux. Il y a eu des élections en 2020. Or, une inscription dans un projet comme celui-ci nécessite de dialoguer avec les élus au moment où ils sont en train de préparer les futurs programmes avec lesquels ils vont se candidater à la gestion municipale. Donc, on est arrivé en 2019, un peu trop tard pour aller discuter avec les élus des autres communes pour dire voilà, non pas faites comme nous, mais faites mieux que nous, puisque dans pas de commune, il y a des ressources à mettre en valeur. Et donc, après, il y a eu 2020, mais en 2020, ça ne nous a pas échappé, il y a eu le Covid, et même nous, ça nous a touchés. On n'a jamais fermé, mais ça nous a touchés parce qu'une partie de nos intervenants et même une partie de nos participants ont un certain âge, surtout pour certains horaires, pour venir le matin, soit on est au chômage, soit on est retraité, soit on est en mi-temps thérapeutique, etc. Ça a affecté beaucoup, mais on n'a jamais fermé. Et en 2022, quand les choses ont commencé à se reprendre, à améliorer, on a commencé à transmettre ce qu'on fait au-delà des frontières communales. Et aujourd'hui, on intervient. Alors, notre maison est à Aubervilliers. À quelle adresse? Pour éventuellement, tu vas je vais vous donner. Mais nous sommes à Aubervilliers, mais nous intervenons déjà sur toute la Seine-Saint-Denis. Ah bon? Alors, nos activités sont ouvertes pour la Seine-Saint-Denis, mais nous avons aussi des activités que nous réalisons dans d'autres communes. Par exemple, nous intervenons dans le réseau des médiathèques de telles communes pour l'initiation aux langues, la découverte des langues. Nous avons récemment organisé dans une médiathèque de Saint-Ouen une journée d'initiation au Lingala, par exemple. Parce que nous essayons d'avoir, comme je disais tout à l'heure, de valoriser les compétences, valoriser la diversité linguistique.
dire aux gens que le plus de langues ils parlent, le plus c'est facile d'apprendre de nouvelles choses. Et que donc, voilà, donc on intervient dans des centres sociaux, dans des écoles, des collèges, etc. aussi. C'est ça qui a conduit À l'université. Alors, en tirant le fil, c'est ça qui nous a conduit, puisque en préparant cette rencontre, vous m'avez dit, on se voit beaucoup, mais participe à la collection, puis à discuter et à mettre une possibilité de faire un dictionnaire, un glossaire qui permettrait aux citoyens d'origine migrante de comprendre la langue de l'administration. Comment ça s'est passé, cette préparation, cette discussion qui ont conduit à la création du glossaire? Si c'est bien dans vos bureaux, quand vous étiez à un moment où vous étiez en fonction. J'étais présent au moment où on Comment a ça s'est passé là-dessus, mais oui. Thérèse peut raconter, parce que vous devez avoir un peu. Je ne sais pas si les gens qui sont en Zoom entendent ce que je dis, je parle un peu volontairement un peu plus fort parce que Julio a demandé de parler. Oui, parlez pas, oui. J'espère que je ne vous casse pas les oreilles, mais c'est bien de changer de voix. Ah oui. Est-ce que vous voulez intervenir? Je lui donne la place. Oui, non, oui, venez, comme ça on va vous voir. Et ensuite, alors, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé très simplement. oui, expliquez-moi. Très simplement. Je rappelle que Madame Nasser est la secrétaire générale de l'association Maison des langues, de la Maison de la sagesse. Oui. Ça s'est passé très simplement parce qu'on était un petit groupe et on est toujours un petit groupe. Oui. Donc, mais il y a eu des réunions alors, on a à Aubervilliers, justement. Alors oui, bien sûr, parce que en fait, on a beaucoup circulé en France, on est allé à Marseille, on a rencontré des gens à Paris et tout ça. Et puis en fait, on a constaté que ce qu'il nous fallait, ce dont on avait besoin, c'était un point d'appui au départ. Oui. Et ce point d'appui, on l'a trouvé à Aubervilliers, principalement donc, à la mairie d'Aubervilliers, dans le département, qui était alors dirigé par Carlos Semedo, et avec qui on était entré en relation par une personne, une relation commune, voilà. Donc, ça a démarré comme ça, et surtout, c'est pas le fait d'une personne, c'est que à la mairie d'Aubervilliers, Carlos a eu la présence d'esprit, la compréhension immédiate du fait de rassembler tous les services municipaux concernés, les représentants des différents services de la mairie et des autres services municipaux concernés, qui ont témoigné de la difficulté de communiquer avec les étrangers, à la fois sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan culturel. Et c'était, dans certains cas, même une souffrance pour les personnels d'accueil. Et donc, ça nous a vraiment motivés. C'était notre idée, mais là, on a trouvé vraiment l'énergie pour continuer. Il n'y avait pas seulement, si j'ai bien lu dans l'introduction, il n'y avait pas seulement les cadres municipaux, il y avait des services, il y avait aussi des psychologues, il y avait aussi d'autres spécialités, des psychologues, des sociologues. Je me trompe, en lisant votre introduction, il y avait 2-3 réunions qu'on dit. Est-ce qu'il y avait d'autres? Voilà, c'était interdit. C'était pas seulement la ville, il y avait d'autres membres. On avait invité quelqu'un de la police. Ah oui. On avait invité le délégué du préfet. Oui, on avait invité quelqu'un de la poste, mais pas le directeur de la poste. Quelqu'un qui faisait de l'accueil à la poste. Ah oui. Et même conseil des services municipaux, parce que, en général, pour ce type de réunion, surtout quand il y a des personnes qui viennent de l'extérieur avec un certain prestige, les directeurs ou directrices sont conviés et viennent sortir le bilan qui les arrange. Oui, bien sûr. Surtout quand ils parlent devant des collègues qui ont à peu près le même niveau hiérarchique, il faut défendre sa petite voix. Donc là, on avait convié des gens aux services sociaux, mais des gens qui étaient à l'accueil, là, au comptoir, pas la directrice, des gens de l'état civil, mais la même chose, quelqu'un qui est devant le
vous arrivez dans la mairie, c'est cette personne-là pour vous comprendre. Et donc là, on s'est, et Marie-Thérèse a parlé de ça, et c'était vrai. Parce que ces personnes-là, par manque de compréhension dans les relations avec les militants, étaient souvent persuadés qu'on voulait leur raconter des bobards, qu'on voulait les manipuler, qu'il y avait des gens qui se cachaient dans leur jeu, etc. Ils ne comprenaient pas. Et donc, ils cumulaient des petits indices comme ça qui faisaient finalement des gens qui étaient hostiles à accueillir quelqu'un qui était lui-même dans la grandes difficultés de ne pas pouvoir parler français, qui est la personne la plus en difficulté. Donc c'était des gens moins qualifiés et moins valorisés intellectuellement qui recevaient des gens qui étaient les moins valorisés socialement. Et comme, Ça ne peut que mal se passer. bien sûr. Et comment ça a été? Alors ensuite, ça c'était le technique. Ensuite, comment vous avez mis en chantier? Parce que c'est énorme. Vous avez vu ce travail absolument. Ce qui a été mis en chantier, en fait, ça a été mis en chantier essentiellement par un auteur qui avait une vision. C'est Daniel Denis elle avait une vision de par l'expérience qu'elle avait eue à l'étranger, de par sa propre formation, etc. Et elle a entrepris cet énorme chantier de travail sur la terminologie, mais elle n'a rien inventé. Elle est partie de tous les formulaires qui existent, qui circulent et qui sont utilisés par les administrations, par les étrangers, et elle a extrait de ces formulaires tous les mots, les termes importants, enfin les plus grands, ou même enfin les importants. Voilà. Et est-ce que, alors, bon, vous vous avez pu le constater, le travail d'autres entreprises, est-ce que vous peut-être, je vais vous poser la question à vous, pouvez-vous décrire, puisqu'il y a dans le dessert, il y a la définition française, la traduction en langue soit soniquée ou en arabe ou bien en farsi, et il y a également des carrés, des rectangles qui sont. Alors ça, ce sont les. Qu'est-ce que c'est en gris? C'est les notices. Les notices. Habituellement, dans un ouvrage, on appelle ça notice d'auteur ou notice de traducteur. On a les deux. On a des notices culturelles, donc qui expliquent en français. Donc les notices culturelles expliquent en français les différences culturelles pour les personnels d'accueil et en langue les différences culturelles pour les personnes étrangères. Alors justement, je vais prendre le mot État. Mais je pense que les traducteurs, c'est un point assez original de leur travail, donc peut-être qu'ils pourront expliquer. Je leur poserai la question. Alors, eh bien, je vais profiter, parce que je vais présenter plus dans le détail en me référant donc à l'introduction qu'a écrite Barbara Cassin de la définition du rôle de la Maison des Sagesses. Il l'a défini dans sa préface comme un réseau de lieux et d'actions où circulent les langues et les cultures, les savoirs et les pratiques. Et car le premier exercice, je la cite, du savoir et du pouvoir, c'est de traduire. À ce propos, elle a fixé 3 objectifs qui sont aussi des dispositifs. Le premier étant justement la création de ce glossaire. Le deuxième, c'est la création de muséobanques. Et le troisième, et pas des moindres, c'est le dictionnaire des intraduisibles des 3 monothéismes. Voilà, la muséobanque, qu'est-ce que c'est? Alors le deuxième point, donc on est parti de l'expérience que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est celle des banques culturelles africaines. Alors ça existe dans plusieurs pays en Afrique, donc je crois que ça a commencé au Mali, et ensuite il y en a au Bénin, il y en a en Guinée-Conakry. Il y en a dans 3-4 pays africains, comme ça, de l'Afrique de l'Ouest.
Et ces banques culturelles avaient pour vocation de préserver le patrimoine et de le mettre en valeur, de le préserver du pillage, de commerce, ou alors de systèmes de commercialisation plus ou moins douteux, tout ça, préserver ce patrimoine et faire en sorte que ceux qui détenaient les objets de valeur, enfin de valeur très variable, puissent en faire pas une monnaie d'échange, mais obtenir à partir de ces objets un petit crédit qui leur permettait de démarrer une activité, soit un petit élevage, soit un petit artisanat, soit voilà. Et quand ils avaient remboursé ce crédit, ils pouvaient récupérer leur objet ou le laisser dans un endroit qui était une sorte de musée communal, un musée villageois ou un musée. Donc, on a trouvé que c'était vraiment une idée enrichissante, qui pouvait être enrichissante pour nous et surtout pour les personnes qui arrivent et qui veulent développer leur propre activité. Mais c'est un sujet pour lequel on a fait pas mal d'efforts, et Carlos peut en témoigner, puisque lui-même il a contribué très largement aux premières recherches. Mais on n'a pas pu avancer parce qu'on. Ben oui, c'est déjà énorme. Est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Donc, il y a se distinguer de l'appellation banque culturelle à laquelle les Africains tiennent beaucoup et qu'ils ne veulent pas qu'on utilise ici en leur nom et on les comprend. On a essayé de trouver une variante muséobanque, mais je dois dire qu'on n'est pas convaincu. C'est quelque chose qui est voilà, à l'état de recherche. Voilà, on recherche. Bon, très bien. Moi, je vais passer donc la parole maintenant aux auditeurs, aux auditrices. Alors, je vais donc à Amir Zandi. C'est moi? Ah oui, d'accord. Bonjour, je ne vous avais pas vu avant. Donc, je vais vous demander d'écrire, vous avez travaillé avec Elia à la traduction de ces termes. Et il y a un mot qui m'a été dans votre introduction, vous évoquez, vous rappelez que le farsi découle de la langue perse et qui a 120 millions de locuteurs, c'est pas vrai, et qui disons, et qui touche évidemment l'Iran, mais il y a un esprit lorsqu'on utilise la langue perse, la farsi à l'égard de l'administration, qui est le tarut. Qu'est-ce que le tarut? Ah, ça, c'est une vaste question. C'est justement, ça fait partie de ce qu'on appelle dans le concept du glossaire aussi des intraduisibles. Bon, oui. Effectivement, les notices culturelles dont vous avez parlé servent aussi à expliquer ces mots intraduisibles entre les deux langues, parce que finalement, une langue n'est pas simplement un idiome, mais une langue apporte avec elle toute une civilisation, toute une culture, tout un contexte politique aussi. Et donc, les notices culturelles, et en tout cas, notre tentative de essayer de non pas traduire, parce que effectivement, c'est le propre de ces mots intraduisibles, ou en tout cas d'expliquer de manière le plus clair et le plus compréhensible possible dans la langue d'accueil un concept qui est difficilement traduisible en un simple mot, dont l'autre en fait partie. Alors là, par exemple, concernant le mot toro, on peut le qualifier comme une savoir-être, une manière de se comporter, une manière de communication en société. Pour certains qui sont étrangers on va dire, à ce concept, ça peut paraître comme de l'hypocrisie, mais en réalité, c'est une courtoisie exagérée. Et ça donne parfois même à des situations cocasses dans la vie quotidienne. Je donne un exemple. À l'époque où il y avait pas mal de touristes qui allaient en Iran, maintenant c'est de moins en moins, notamment des touristes occidentaux.
un chauffeur de taxi peut vous dire, à la fin de la course, vous êtes mon invité. Et ben, il y avait certains touristes occidentaux qui croyaient vraiment qu'il fallait pas payer. Donc, ils disaient au revoir, ils partaient. Et là, non, c'est justement que c'est le taureau, quoi. Il va dire que non, vous payez pas, vous êtes mon invité, mais il veut quand même avoir son dû. Et donc, il faut que vous insistiez. Et généralement, au bout de la troisième, quatrième fois, qu'il va accepter, ok, payez-moi. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est pareil, quand vous êtes invité chez quelqu'un, quand on propose par exemple du thé, la première fois, il va dire non, même s'il a vraiment envie de boire du thé. Il va dire non, pas du tout, je ne vais pas vous embêter, je ne vais pas prendre du thé. Il a dit non, mais s'il vous plaît, j'insiste, prenez du thé. La deuxième, troisième fois, la troisième fois. Ok, très bien, je vais prendre un peu de thé, s'il vous plaît. Et ou pareil, pour entrer ou sortir dans une pièce, qui passe en premier? Ça aussi, c'est très problématique. Donc, parfois, voilà. Donc, et c'est ou des expressions parfois très politiques. Là, c'est la langue persane qui est par définition éminemment poétique et imagée, métaphorique. Par exemple, quand vous souhaitez inviter quelqu'un chez vous, vous dites Adam mettez pas sur mes yeux. Pour que tu viennes chez moi, par exemple. C'est magnifique. Exactement. Ou par exemple, pour respecter quelqu'un ou exprimer une certaine affection, on va dire très facilement, de manière courante, je me sacrifie pour toi. Ou je suis la poussière, en fait, je suis la poussière de tes pas. Ouais. Et donc voilà, traduire en français, ça paraît un peu inconnu même, mais ça fait partie du langage courant et quotidien. Et donc, effectivement, dans notre cas, un primo arrivant persanophone, notamment un Iranien, ça peut être aussi le cas des Tadjiks ou des Afghans, ou en particulier des Iraniens, ça peut constituer aussi des problématiques de communication. Et, par exemple, il a besoin de quelque chose, il ne va pas oser l'exprimer. Et où on lui propose quelque chose, il va être gêné, il va dire non, même si il a besoin effectivement de cette chose-là. Donc là, c'est une nécessité aussi de pouvoir créer cette passerelle à travers le mode culturel, de donner des explications sur ces concepts intraduisibles, notamment le genre, pour que, en réalité, le premier contact que le primo-arrivant, en l'occurrence les hispanophones, c'est le cas aussi des arabophones ou ceux qui parlent de soninké, c'est en réalité leur premier contact avec la première institution, en réalité, les premières personnes qui vont voir, c'est l'administration, c'est les associations, c'est les ONG, c'est les personnes qui accueillent. C'est leur premier contact avec le pays d'accueil. Et il faut que ce premier contact se passe bien. Si ce premier contact ne se passe pas bien, il y a des conséquences derrière qui peuvent durer très longtemps et devenir des problématiques encore plus graves. Donc en réalité, que ça puisse être un manuel au quotidien aussi de ceux qui accueillent, de pouvoir mieux communiquer avec le primo-arrivant et que le primo-arrivant aussi puisse mieux communiquer avec l'administration dans ce cadre-là. Et nous aussi, voilà, comme on en a parlé, c'est culturel. Mais justement, j'aimerais que vous décriviez la fracture dont vous avez vu un peu. Il y a des encadrés, il y a des cadres gris, je dis le terme maintenant. Et comment la brisé. Par exemple, je vois hôte, personne qui reçoit quelqu'un chez elle qui lui donne l'hospitalité, personne qui est reçu chez quelqu'un à qui on donne l'hospitalité. Alors, il y a en gris. En français, c'est le même mot qui désigne celui qui accueille et celui qui est accueilli. Voilà, entre autres, ce genre de construction. Mais vous pouvez peut-être le commenter différemment. Je vous laisse le livre. Expliquez-le à notre auditoire comment c'est construit. Bon, vous l'avez déjà un peu mentionné, mais c'est important de voir le travail parce que ça permet de voir l'énorme travail qui a présidé à la fabrication de ce dessert. Yann, vous pouvez aussi commenter si vous souhaitez, vous voulez le faire. Oui, expliquez-nous comment c'est construit. Vous avez fait certes déjà mentionné un peu, mais donc je pense que c'était en hiver 2020 qu'on a commencé de travailler sur la traduction en personne.
C'était en avril 2022 que c'est terminé la phase de traduction. Ça a pris 2 ans. Comment vous avez choisi les termes? Vous avez les avez... Tout à fait. On recevait pour chaque lettre, après un coup d'œil, on organisait un rendez-vous avec Daniel, durant lequel on révisait la lettre qu'on avait reçue, et on discutait sur les termes et les difficultés qui pourraient exister. Je pense que ce qui a aidé beaucoup à cette phase-là, c'est qu'on était 2 persannophones avec un français francophone. On avait 2 points de vue différents. On essayait de voir chaque terme de point de 2 sociétés différentes et trouver des difficultés. À la fois, on essayait de s'identifier avec des usagers de ce glossaire pour voir qu'est-ce qui pourrait être plus facile pour eux, parce que finalement, le glossaire doit être aussi pratique pour ces usagers. Et c'est à travers ces rendez-vous qu'on essayait de proposer une liste de notices culturelles. Et ensuite, la phase de traduction et rédaction des notices culturelles avançait à la fois. Et finalement, la dernière étape, c'était la relecture de nos traductions par notre relectrice. Et voilà, et la version validée qui est... Avec les précisions de notices, Exactement. avec Madame Serre, c'est ça? Exactement, comme l'a très bien dit Daniel aussi avant l'intérêt, avant Elia et avant l'intérêt. Tu vois, la première phase du travail, c'est Daniel qui l'a fait, en faisant les entrées des mots français. Les entrées de mots français, et elle a envoyé les entrées aux différents traducteurs. Et nous, on commençait le travail de notre côté. Et à ce moment-là, où on ajoutait des notices culturelles en dialoguant, etc. Vous étiez combien de traducteurs? Parce que vous étiez aussi du groupe? Moi, je suis pour la. Ah, d'accord, d'accord. Bon, je vous donnerai après. Bien. Pouvez-vous choisir, alors quelles ont été, après la question qui m'en a venue, vous en parlez dans l'introduction, mais quelles ont été les difficultés que vous êtes confrontés? Parce que il y a deux, j'ai noté qu'il y en avait quelques-unes quand même. Vous voulez ajouter, et puis je conclure. Au niveau des difficultés, je pense que c'est d'abord question de la langue. Nous avons 2 langues qui sont développées dans des sociétés différentes, qui sont pratiquées différemment, donc forcément il existe des faits sociaux. Et dans le cas du glossaire, des jargons juridiques qui sont faits pour 2 destinations différentes. À la fois, nous avons question de système juridique iranien qui a été modifié aussi après la révolution islamique, où on trouve où les termes en arabe sont abondants. Donc, je trouve que la difficulté, surtout à ce niveau-là, c'était de connaissances sur le système juridique, mais aussi sur la langue arabe. Et je pense qu'on avait aussi à un moment ce souci de proposer des traductions qui respectent la langue persane. Et c'est pour cette raison que pour certains termes, on a essayé de trouver des synonymes. D'un côté, le synonyme qui peut être le terme en arabe, qui est utilisé couramment dans le système juridique, mais à la fois un terme en persane que les usagers persannophones peuvent trouver peut-être plus facilement compréhensible. Donc, l'exemple qu'on pourrait donner pour ce terme, et de l'autre côté, il y a aussi les questions des enfants, par exemple le terme laïcité, on utilise aussi en persane le mot laïcité, comme un emprunt, parce que le concept, je suppose, n'existe pas. Et on a essayé, par exemple, de donner un deuxième équivalent, comme Plodoïdé Merci Osat, qui est plutôt une définition de terme. Parce qu'encore, on ne pourrait pas inventer, on ne pourrait pas passer par le néo-virus pour tous les mots. Et dans ce cas-là, le terme est aussi suivi d'une notice culturelle dans lequel on parle de la perception de l'idée de laïcité dans la société iranienne. Et peut-être pour le terme juridique, oui, j'ai vu qu'il y avait déjà. Vous pouvez donner un exemple, parce que je vous ai lu. Le droit juridique est doublement influencé par le français et par l'islamisme chiite, et vous distinguez la manière dont vous classifiez les infractions. Oui, alors, oui, pour compléter ce que disait Elia, effectivement, d'abord, il y avait des difficultés de traduction, et je rajouterai aussi à la fin les difficultés politiques qui puissent se trouver.
Alors, pour les difficultés de traduction, évidemment, donc, le français et le persan sont à la fois des langues très lointaines, mais en même temps des langues proches. C'est ça aussi la particularité. Il fallait trouver la bonne approche pour pouvoir créer la passerelle entre ces deux mondes, le monde persan et le monde français. Et le persan est une langue indo-européenne qui s'écrit avec l'alphabet, ce qu'on appelle l'alphabet perso-arabe. Nous, c'est le même alphabet que l'alphabet arabe, avec 4 lettres en plus, pour écrire des sons qui n'existent pas en arabe littéral. Et donc voilà, c'est ça aussi la difficulté, c'est que de pouvoir trouver l'expression et le mot qui fait le miroir avec le mot qui existe en français. Parce que là, on ne faisait pas de la traduction littérale, mais on avait comme obsession en réalité d'être des véritables passerelles entre les deux langues et ne pas se cantonner uniquement à une traduction littérale mot pour mot, mais en réalité de créer le miroir dans notre langue. Ça, c'était véritablement, en tout cas, notre effort, notre idéal, c'était d'arriver à cela. Concernant les concepts juridiques, effectivement, là aussi, il y a une simplicité et il y a une difficulté. La simplicité, c'est que le droit moderne iranien, il est quasiment entièrement, notamment en ce qui concerne le droit civil, le droit du commerce, le droit constitutionnel, etc., est inspiré du droit français. Le code civil iranien est quasiment une traduction du code de Napoléon, le code de commerce aussi. Et finalement, le code civil iranien aujourd'hui est beaucoup plus proche du code de Napoléon que le code civil aujourd'hui français l'est, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes en France, mais en Iran, il n'y a pas eu tant de réformes que ça. Et c'est pendant les années 20, avec l'arrivée de la dynastie Pahlavi au pouvoir, que les intellectuels iraniens, tous quasiment formés soit en France, soit en Belgique, soit en Suisse, donc des francophones et des francophiles, ils ont pris le code Napoléon, ils l'ont traduit, ils l'ont inscrit à l'ordre du jour du Parlement et ils ont discuté article par article. Bon, effectivement, dans le code civil, il y a la partie droit de la famille, et comme toujours, le droit personnel est très inspiré des traditions religieuses. Et en Iran, c'est le cas, c'est le droit islamique, le fiqh chiite, donc la charia chiite. Et c'était le cas même le droit pénal qui était en grande partie d'inspiration française jusqu'à la révolution de 1979, où avec l'arrivée des islamistes au pouvoir, le code pénal iranien a été abrogé, il a été progressivement remplacé par le code pénal islamique. Alors dans le code pénal islamique, l'approche est totalement différente, c'est un autre monde par rapport au droit français. On est dans le pur charia, et donc en réalité, par exemple, la question, une des questions fondamentales, c'est la classification des infractions. En France, on a contravention, délit, crime, etc. En Iran, c'est différent, c'est du droit religieux qui n'a rien à voir. On dit par exemple des infractions dont la peine est prévue par Dieu, donc elle est intouchable, et des infractions dont la peine est prévue par l'homme, donc on peut la modifier par exemple. Et donc, par exemple, le retour du châtiment corporel, etc., donc, qui est arrivé avec la révolution de 1979, le coup de fouet, la lapidation, même si elle reste extrêmement rare. Et donc voilà, donc, relier ces deux mondes-là, c'était effectivement une tâche ardue. Et concernant le choix des mots aussi, comme a dit Elia, c'est très intéressant parce que dans le choix des mots, quand on fait de la traduction en persan ou même de l'écriture en persan, parfois ça peut être des choix politiques. Je m'explique. Je vais m'expliquer en donnant des exemples pour être synthétique. La langue persane, donc une langue indo-européenne, issue du moyen perse, issue du vieux perse, issue même de l'avestique, qui est la langue de Zarathustra, et il a été fortement exposé à l'arabe avec l'arrivée de l'islam, et donc il y a eu un échange de vocabulaire très important entre l'arabe et le persan. Il y a des vocabulaires d'origine perse qui sont entrés en arabe, et il y a beaucoup de vocabulaires d'origine arabe qui sont entrés en persan. Et en persan, par exemple, vous avez écouté une chanson d'amour, c'est une chanson de pop, etc. C'est que du persan. C'est des mots d'origine perse.
Par contre, si vous lisez un article du code pénal, c'est de l'arabe. En fait, la construction grammaticale, elle est persane, elle est indo-européenne, mais le vocabulaire est riche et d'étymologie arabe. Alors, je me tourne vers votre voisin. Alors, justement, quels ont été, que vous avez, effectivement, comme vous l'avez dit, réduit le glossaire, vous avez le glossaire en tant que français. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? La question religieuse, est-ce que ça a joué, vous la voyez ici dans la situation de la langue culturelle? En fait, pour l'arabe, c'était complètement un autre univers. Si je peux me permettre, tout d'abord, je voudrais juste mentionner qu'en fait, c'est grâce à Lisa Al-Shami, qui était l'ancien prof d'arabe pendant 40 ans avec l'éducation nationale. Elle avait appris l'arabe à Damas au début de ses études, et après son mari, qui nous a quittés il y a 2 ans, qui était aussi Lisa Al-Shami, qui était très impliquée depuis 2011 avec les réfugiés syriens, dont je faisais partie. Donc, arrivé en 2014, je parlais pas français, je connaissais rien du tout, c'était Lise qui m'a accueilli et tout. Et depuis, on a commencé à avoir cette relation. En 2016, je m'oriente vers les langues. Donc, après, je fais des études LLCER arabe à la Sorbonne. Après, avec Lisa Chani, on commence à parler de travailler ensemble, de faire une équipe, elle est francophone qui connaît l'arabe, moi je suis arabophone, je connais le français, afin de produire quelque chose. Le problème de l'arabe, c'est que on a ce qu'on appelle les dialectes, et l'arabe littéraire, l'arabe standard. Et l'idée, c'était quel arabe utiliser. Oui, alors, Quel arabe 23 pays. la langue de la cité, c'est. On s'est mis d'accord avec les Al-Shami d'utiliser la langue le plus simple afin que ça soit compréhensible par tous les gens qui parlent l'arabe littéraire du monde arabe. Donc l'idée, c'était pas du tout d'offrir un niveau d'arabe bien soutenu, bien littéraire et beau, on s'en fiche de ça. Pour nous, l'idée, c'est que la personne qui va utiliser le glossaire, très très souvent une personne non francophone, va réussir à comprendre ce qu'il faut. Peu importe son niveau aussi d'arabe lui-même, parce que l'arabe littéraire, c'est un peu compliqué. Des gens qui n'ont pas un niveau d'études bien avancé, des fois, peuvent avoir un niveau d'arabe littéraire assez basique. Donc, si on va commencer à avoir l'arabe littéraire des poésies du VIe siècle, on ne va pas en sortir. Donc, l'idée, c'est de simplifier le plus possible. Donc, c'est vrai qu'on était rapproché par des traducteurs professionnels en disant pourquoi vous avez choisi ce terme, parce que ça marche mieux. C'est par exemple quand on utilise des termes comme adresse fiscale ou autre chose. Comment vous avez. Il y a un terme qu'on peut dire, un noir dans l'île. C'est beau, c'est bien fait, c'est bien construit en arabe littéraire, je suis arabe. Et en fait, Comment on traduit alors? En fait, on a rajouté dans le notice, c'est toutes les personnes qui habitent dans la même adresse qui doivent déclarer, par exemple. Ah, d'accord. Donc, c'est une description. C'est une description, parce que si on dit juste un nom dans l'île, ça veut rien dire. Oui, absolument. Et parce qu'on n'a pas la même chose. Oui. C'est pareil pour, par exemple, le taxi. Oui, justement. Il n'y a pas l'équivalent. Oui. Là, on a décrit c'est On entend aussi la musique de la langue, parce que c'est important en fait. C'est une forme de contrat. Et D'accord. après, on explique que ça se passe avec les avocats, on n'a pas besoin d'un juge pour dénoncer et tout. Donc, c'est une forme qui n'existe pas. Donc, l'idée à la base, comme j'ai dit, c'est vraiment d'utiliser l'arabe le plus simple pour les. C'est ça qui est intéressant. Vous trouvez la situation de voir, comment dire, d'inventer de proposer un niveau de langue qui n'est pas familière dans les pays qui pratiquent. C'est vraiment difficile parce que si on va chercher sur Internet, on va trouver des glossaires de longue ligne qui cherchent à traduire les termes de manière littéraire très beau, les termes politiques, les termes liés à la vie sociale et tout. Et en fait, si on ne comprend rien déjà en français,
On comprend bien, en arabe, c'est pas le but. On peut chercher sur Google, et Google fait des traductions, surtout avec l'intelligence artificielle. Mais l'idée, c'est d'aller au-delà, d'aller plus loin, d'essayer de communiquer, de créer, donc je dis, j'utilise une expression qui marche en arabe, je ne sais pas si ça va marcher au français, de construire des ponts par les cultures. Bah, justement, ça me permet de faire un lien direct avec notre prochaine intervention qui est liée à la langue littéraire. Donc, j'invite Lia. Ah oui, la traduite à personne. Mais, attendez. Oui, ben, vous pouvez peut-être dire un mot avant de la traduction, parce que je n'avais pas compris que vous aviez On a dit un mot sur la base de l'intelligence, comme ça, tout le monde peut rester ensemble. Merci, madame. Venez-vous, et allez présenter, parce que allez, comment vous avez pratiqué, comment vous avez fait pour traduire les termes en soninké, quelles ont été les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés en soninké? L'une des premières difficultés, c'est la concordance ou l'existence de certains concepts qui existent en français. Oui, voilà. Donc, vous allez forger des néologismes. Il fallait créer soit des néologismes ou des phrases ou des explications. Donc, je pense que les autres langues ont été plus moins confrontées à cela. Et ça, tout au long, on a eu effectivement des situations de ce genre qui, à tout cas, qu'il fallait résoudre d'une manière ou d'une autre. Comment vous soit à travers, effectivement. Parfois, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On voit le mot en français. On essaie de voir s'il y a un correspondance au métier à peu près. Donc, on pense qu'il n'y en a pas. Souvent, on procède par périphrase. Et c'est en général, voilà, ça se comprend. On a évité le plus possible de créer des néologismes parce qu'on s'est dit, bon, c'est quand même souvent problématique. Parce que, alors, d'abord, pour commencer, on a, avant de commencer le travail de traduction, on s'est servi déjà de dictionnaires qui existent. Donc, il y a quelques dictionnaires qui ont été publiés, celui de Moussa Diagana, qu'on appelle Dembo, celui de Mouli Batili, d'autres lexiques qui sont élaborés par l'Institut de la nationale de Mauritanie, a élaboré énormément de lexiques sur l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, etc. Bon, mais ce que j'ai constaté en regardant ces glossaires, c'est que souvent, le terme scientifique n'est pas. En général, on parle le mot français, on le sonicise. Bon, souvent, ça nous convient pas. Et on s'est dit peut-être que s'il y a des termes techniques vraiment pour lesquels on sait qu'il n'y a pas possibilité de prendre un équivalent en sonicité, on garde le mot. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a possibilité éventuellement de le remplacer par un mot voisin ou par une périphrase, etc., on le fait également. Alors, nous, la difficulté, c'est pas une difficulté. Disons que nous, Amel tout à l'heure parlait effectivement des dialectes, nous aussi, au niveau du soninké, parce que là, nous avons travaillé avec. Alors, il faut savoir que le soninké est parlé en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, essentiellement ces cinq-là. Et sachant que la forte communauté soninké se trouve au Mali, là où habite M. Conté. Et donc, je vais peut-être vous laisser, parce que là, je suis obligé de partir pour notre rencontre tout à l'heure. Et au Mali, c'est là où il y a le plus de soninké. Et je me suis à peu près à 3-4 millions selon les ethnologues, etc. La moitié se trouve au Mali. Voilà, moi, je suis originaire de Mauritanie, on est à peu près 400 000 maximum. 400 000 années, moins que ça. Si je prends l'exemple de la Mauritanie, par exemple, donc, on a travaillé tous ensemble. Donc, Mauritaniens, Maliens, Sénégalais, Gambais, j'ai tenu à ce qu'effectivement chaque pays se retrouve dans le glossaire. Bien sûr. Il y a une différence. Justement, je dis bien. Parce qu'effectivement, le terme du glossaire, ça s'adresse effectivement à des populations qui ont besoin d'être contrôlées, de comprendre les termes d'administration. Et nous, il y a un point qui nous paraissait fondamental parce que c'est marqué glossaire français soninké. Or, il se trouve que dans la communauté soninké de Paris, il y a beaucoup de Gambiens. Et les Gambiens, c'est pas des francophones. Il y a Bissau-Guinéens, bisophones.
Donc ça aussi, c'est des réalités. Alors, on va dire que même le cas de la Mauritanie ne peut pas le supposer parce que la Mauritanie, certes, c'est un pays qui a été colonisé par la France, mais depuis longtemps, qui a décidé que la langue officielle est l'arabe. Donc, et les populations soninké cohabitent en Mauritanie avec plus de communautés arabes qu'avec, par exemple, bon, je ne dirais pas que le français ne va parler, même l'administration continue à parler français, mais la langue officielle aujourd'hui en Mauritanie, c'est l'arabe. Et je vous donne un exemple, vous allez voir là où j'en viens. Donc, vous voyez, donc on est déjà de 3 ou 4 pays qui ont colonisé les pays qui parlent de soninké. Et moi, j'ai choisi, en tant que président de l'association, que chacun se retrouve dans ce glossaire. Donc, ce n'était pas évident déjà. Mais l'équipe que j'ai constituée, donc de M. Rontier, dont je salue la présence ici, qui est malien, qui est linguiste et didacticien, et d'autres personnes qui sont des enseignants, des professionnels de la langue soninké, des poètes, des écrivains, et ainsi de suite. Donc, on a constitué une équipe. Et dans cette équipe-là, la première question qui se posait à nous, c'était de savoir, s'il y a plusieurs dialectes, lequel. Ah oui, alors comment vous avez fait Mais c'est vite tranché. C'était vite tranché parce qu'effectivement, en tout cas, dans les pays qui ont un partage de soninké, il y a eu une sorte de standardisation. Et dans cette standardisation qui est encore à parfaire, naturellement, il y a que, en fait, il y a deux grandes variétés, deux grands dialectes. C'est le dialecte en H et le dialecte en F, tout simplement. Ceux qui disent feu, ou ceux qui disent, par exemple, moi je dirais Haré. Voilà, moi je dirais Haré pour désigner un âne, et quelqu'un qui dit Mara mauritanien ou qui dit Mara du Mali dira Haré. Voilà. Et à l'intérieur de cette différence dialectale, il y a une sous-différence dialectale également qu'il faut savoir parce que il y en a qui vous diront le palais qui vous diront quel et ça aussi c'est un peu bon. Mais il faut tenir compte de tout cela. Le souci qu'on a opté, c'est que même moi qui suis du dialecte eux, donc quand j'ai écrit, j'ai vu avec le feu parce qu'on a décidé que en fait l'origine du mot, l'origine des dialectes originels, on a constaté que c'était le feu, donc on continue à le faire. Mais au-delà de ce dictionnaire, moi quand j'écris, moi j'écris toujours quand je m'adresse à des unités de Haïti par exemple, parce que si je dis, quand j'écris un peu, ils ne comprennent pas. Et parfois même, ils me prennent pour un taré, parce qu'ils disent, comment c'est que lui, il est canadien, il écrit comme des gens musulmans. C'est une sorte de cousinage à plaisanterie entre nous. Et moi, on considère qu'ils sont sauvages, je me considère comme sauvages. Si moi je me mettais par exemple dans mes écrits à canadiens à utiliser le feu, pardon, alors que je suis du dialecte devant les Canadiens, alors que nous on considère que les Guillemans sont nos sauvages, et on considère que nous sommes leurs sauvages. Donc il y a tout dans ça. Le passage à l'écrit, ça pose vraiment une question. Mais en réalité, donc c'est juste ce problème-là, le dialecte-là qui nous différencie. Mais à part ça, au niveau du parler, il y a quelques petites différences sur lesquelles peut-être surmonter, mais c'est pas de nature à ce que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc ça c'est important. Par définition, d'ailleurs, les dialectes, ce sont des différences, on va dire, plus ou moins très importantes, parce que les dialectes n'empêchent pas que les gens se comprennent. C'était les variantes qui permettent de mis à part cela, donc vous avez quand même, il y a eu des intraduisibles, il y en avait un certain nombre, donc les légistes on l'a évoqué. Y a-t-il l'esprit, comme le disait le Taharouf, y a-t-il l'esprit particulier que lorsqu'on s'adresse à l'administration vers les divers États qui disons que l'ère linguistique et soninké? Y a-t-il un esprit particulier, une courtoisie, une manière de parler, enfin, c'est particulière aux administrateurs? Le terme tarif. J'ai presque envie de dire que c'est le contraire. Je pense que j'ai presque envie de dire le contraire, mais après mon collègue me corrigera ou me complétera. Parce que la particularité pour la plupart des soninké qui arrivent ici, qu'ils soient d'ailleurs primo-arrivants ou des gens qui ont fait des études avant de venir ici, moi je fais des études avant de venir ici, mais j'ai commis des impairs qui sont liés à mon bilan, voilà, tout simplement à ma culture d'origine. Nous, par exemple, pour faire simple, de commencer par ça, la question du gouvernement, ça n'existe pas chez nous.
Donc, le vous n'existant pas chez nous, nous, c'est un président de la République qui nous dira tu. D'accord, ben oui. On parlera au président de la République en lui disant tu, on parlera au ministre en lui disant tu, à l'ambassade en lui disant tu, parce que voilà, on n'a pas le vous dans. Et d'ailleurs, c'est chez les intellectuels, pas chez les intellectuels, en tout cas, chez soit les gens qui ont appris, connaissaient, et ça, c'est juste comment dire, une traduction. Parce que le tu, à s'adresser à quelqu'un, c'est toujours tu. Mais nous qui avons été un peu à l'école, quand on s'adresse à quelqu'un en soninké, y compris en soninké, et qui est une personnalité, ben, on dit vous comme en soninké. Alors que ça n'existe pas. Parce que, je donne un exemple. Je vous donne un exemple. Là, je dis, je suis venu te saluer. Oui. Mais, normalement, même que tu sois le président de la République ou le peuple entre guillemets, l'ampounien, c'est l'ampounien. Je suis venu te saluer. Li, en, kou, ni, ya. D'accord? Bon, c'est ce que je dis. Donc, ça peut entendre. Mais maintenant, par exemple, on a fêté la journée internationale de la langue soninké à l'UNESCO mercredi dernier. Je suis allé, quand j'ai quitté ici, je suis allé saluer le ministre Moussa Dramé, et qui était venu représenter le président de la République de Gambie. Quand je suis arrivé, j'ai dit l'Irakoumien. Je suis venu vous saluer. Vous voyez le l'Irakoumien, et il est tout seul. Donc là, je ne sais pas si M. Conté le fait, que nous qui avons vécu maintenant dans la société occidentale avec ce mouvement malade, et si on s'adresse également à une personne qui connaît effectivement ces égards-là, lui, il a compris du tout que, donc, quand j'ai dit l'Irakoumien, il savait bien que c'est à lui seul que je m'adressais parce qu'il était seul à dans le monde. Mais en fait, c'est pas l'autre qu'on fait maintenant de façon. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas fait l'école, voilà, je vous dirai, si je me trompe, quelqu'un qui n'a pas fait l'école ou qui n'a pas vécu en société européenne, je ne pense pas qu'il va, quand il va venir saluer M. Drami, le ministre, là, je ne pense pas qu'il va lui dire l'Irakouni. Je pense qu'il va lui dire l'Irakouni. Je pense, hein. Donc, quelque part, on est aussi impacté, ou en tout cas influencé par notre vie. Bien sûr. Donc, ces néologistes, est-ce qu'ils voyagent en Afrique, notamment, des néologistes que vous devez forger, notamment pour le glossaire, est-ce qu'ils vous croyez-vous que ça voyage, ça circule de l'autre côté en Afrique, dans les pays de l'ère Bon, pour l'instant, dans le glossaire, on n'a pas mis beaucoup de glossaire, on n'a pas mis beaucoup de néologismes. À la limite, si on met des néologismes, c'est parce qu'on sait que de toute façon, de prime abord, ça sera compris. On a pris une racine, on a juste ajouté par exemple un suffixe, on a je ne sais pas exactement tout à l'heure, mais parce que moi je ne devais pas venir. Ah oui, c'est pour ça que je ne devais pas venir en fait pas. Parce que moi, je lui ai dit, ça c'est l'examen à tête, tu veux dire. Pour des exemples, en fait. Non, c'est juste pour entendre parce que c'est quand même des langues dont on parle, hein. Donc il faut même si on ne comprend pas. Vous savez, je vous donne un exemple. Il y a certains termes qu'on n'a pas, on ne veut pas utiliser les termes d'enfant, mais en même temps, on veut que le terme soit assez compris dans la communauté. Le terme international. Oui, le terme international. Il y a deux solutions pour traduire. Oui, il y a deux solutions pour traduire. International, le terme international. Oui, international. Soit vous faites une périphérale, ce sera long et incompréhensible, y compris pour les Sunnites. Parce que d'ailleurs, pour la petite histoire, les Mauritaniens ont continué à traduire avec effectivement cette traduction bizarre. Jamal Mena. Jamal Mena. Qui veut dire international. Mais en fait, la réalité, ça ne veut pas dire international. Jamal Mena, c'est entre les pays, ou entre les nations. Voilà. Donc, eux, ils traduisent de cette manière. Et nous, dans le glossaire, on a choisi un terme qui ne veut pas dire international, mais qui se rapproche, qui est l'Ogonté. L'Ogonté qui veut dire général, qui englobe l'international, la généralité et tout ça. Ça ne veut pas dire international, mais c'est plus proche. Parce que nous avons estimé qu'on pouvait choisir soit l'Ogonté, qui veut dire général, qui pouvait, dans certains contextes, ça veut dire aussi international, et on pouvait utiliser aussi Jamal Menara. Et Jamal Menara, d'abord, c'est un peu
Enfin, c'est un peu. Enfin, j'ai trouvé ça. Enfin, personnellement, même moi, je suis journaliste, voilà, c'est ça. Donc voilà, on a été confronté souvent à des situations de ce genre, où là, par exemple, le remonté, ça ne peut pas être international. Ça peut selon le contexte, selon les autres, ça peut vouloir dire international, ça peut vouloir dire général, ça peut dire généralité, ça peut, etc. Global, ça peut dire global, voilà. Vouloir dire global. Bon, écoutez, merci de ces précisions. C'est vraiment, vous voyez les questions et les échos. C'est pour ça que on va tirer le fil, on va parler de la langue littéraire, parce que ça, on voit bien à quel point la langue de la cité et la langue de la culture et de la littérature sont intrinsèquement liées. Hein. L'un s'appuyant sur l'autre. C'est d'ailleurs comme ça que le français s'est imposé. D'abord par la langue, l'ordonnance de Villiers-Cotterêts, et 10 ans plus tard par la défense de l'éducation de la langue française. L'un s'appuyant sur l'autre. Alors, on va parler d'italien. Julien Stendhal disait on doit écrire comme le code civil. Absolument, mais ça, on voit la question juridique, effectivement, pour que ce soit clair et net. Et moi, j'ai dit toujours, heureusement que notre référence n'est pas le code civil, en tout cas, n'est pas le code Napoléon, tu vois. Alors, justement, je vais donner la parole à Mia. Ah oui, bien sûr, merci. Excusez-moi, je t'avais à prendre du temps. Je vous donne la 2 minutes. D'accord, est-ce que de l'autre côté, me donne l'autre 6 minutes? Bien sûr. Allez, merci encore de cette intervention. Alors, après la langue de la cité, on fera une discussion après. Hein, après la langue de la cité, on va parler de la langue de la littérature, comme j'ai dit. Donc, il y a le conte est écrivaine, poétesse, poète de langue italienne, des langues italiennes, alors qu'elle a la citoyenneté française. Cas particulier. Et elle a écrit ce livre qui s'appelle Di un poetico altrove, poésie transnationale italophone de 1960-2007, tout ça dont on va parler, son travail qui a notamment accompagné pendant plus de 20 ans, une petite trentaine d'années, les écrivains qui avaient choisi, pour toutes sortes de raisons, d'écrire en italien, mais qui étaient étrangers, c'était leur langue seconde. Mais avant, vous êtes aussi la cofondatrice de Lingua Franca, un collectif d'auteurs et de chercheurs franco-italiens. Pouvez-vous décrire pour notre auditoire ce qu'est cette association? On a créé Lingua Franca en 2017. Groupe d'écrivains, de producteurs, de chercheurs, qui habitent de la France et l'Italie. Lingua Franca, on a appelé, l'émission Lingua Franca et agence littéraire transnationale. Qu'est-ce que ça veut dire transnational? Qui sont les écrivains transnationaux? Et je vais commencer par lire quelques lignes d'une écrivaine croate, naturalisée hollandaise, qui a écrit justement pour ça, c'est 4 ou 5 lignes, et puis parle dans un article qui s'appelait Est-ce qu'il y a d'européenne dans la littérature européenne? Justement pour ça. Et ça ne concerne pas seulement l'itалophonie, parce que je vais dire quelque chose après. L'italophonie, la littérature qu'on appelle une grande, on appelle internationale italophone, de laquelle je parlais ici, ça termine avec la moitié de 2015, 2014. Maintenant, on est dans une situation différente. Je vais parler de ça. Maintenant, je vais dire d'ouvrage. Écrit une vaste zone grise de littérature non territoriale s'élargit dans l'interstice littéraire européen et pas seulement. Cette zone est habitée par des auteurs ethniquement inauthentiques,
émigrés, migrants, écrivains exilés, écrivains qui appartiennent simultanément à deux cultures, auteurs bilingues qui n'écrivent ni d'ici ni de là, en tout cas au-delà des frontières de leur littérature nationale. Tandis que les penseurs européennes tentent de définir les processus tourbulents d'immigration littéraire, ayant recours, par manque de termes plus adéquats, aux vieux termes gaultiens de littérature mondiale, la cacophonie d'adéliques de nouveaux concepts, incompréhensibles et terribles, qui cherchent leur chemin, unité postnationale, mobilisation des limites, unité paranationale, devient de plus en plus multiple. Alors, Lingua Franca est née justement pour ça, pour s'occuper de ces écrivains inauthentiques et de leurs écrivains qui arrivent et qui traversent, qui transitent entre les cultures, les pays, les langues, et restent quelquefois coincés entre les littératures nationales, les canons des littératures nationales, et qui cherchent un public et une visibilité. Un accueil. Alors, à travers des actions, qui tu associes d'une certaine manière, à travers des actions, Oui. Comment Alors, on a deux armes. Oui. Le premier, c'est l'organisation de colloques, de congrès, de rencontres, des ateliers pour faire connaître ces écrivains et leurs écrivains. Et puis, il y a le portail des traducteurs, qui sont des traducteurs qui ont l'habitude de travailler sur la littérature en transit, et justement, il y a deux côtés, traductif et théorique. Oui, de développer cet espace interstitiel. Oui, je vais poser une question. Je ne comprends pas ce que veut dire la notion d'écrivain inauthentique. Et c'est ça, inauthentique pour la vision nationale, nationaliste, nationale, par laquelle un écrivain doit appartenir à un canon littéraire d'une nation. C'est inauthentique, c'est pas. Mais c'est pas péjoratif, c'est dans la citation. Donc, Non, mais je connais parce que je connais l'écrivain en question. Oui, elle parle de ça. Oui, non, mais il appartient. je voudrais savoir ce que vous, quelle consistance vous donnez à cette notion. Et cette consistance, c'est là. Inauthentique, c'est pas un jugement négatif. C'est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui n'appartient pas complètement à sa propre littérature nationale. Ni là, ni là. Oui, la fois, c'est de littérature ou plusieurs langues. On parle bien de un farmer et d'un livre de l'écrivain. Oui. C'est l'approche plus nationale, quand même. J'ai bien lu, qui a été étudié. Et plus, bon, on va pas. Ah oui, oui. Oui. C'est un peu, il y a une recomposition qui se fait, mais du champ littéraire national. C'est un des enjeux d'ailleurs de notre association, ici, le Cercle littéraire international, de voir comment se fait cette recomposition et comment Justement les autres associations, on essaye de faire rencontrer. Oui, les deux cultures. C'est pas seulement deux. Exactement. Et les cultures et les mots qui arrivent avec les hommes qui changent. Et voilà, on a vu donc. Alors, comment ça se décrit? Parce qu'on a vu la langue de la cité, la nécessité d'ailleurs de bien pouvoir la faire passer. Comment ça se passe? Et à partir de l'expérience que vous Pour l'Italie. Comment ça se passe pour en Italie à cet égard, puisque vous voyez, j'aime bien l'étiquette française. Alors, comment elle se définit par rapport à la française et quelles sont les singularités, les spécificités? Il y a une différence. L'Italie a un petit passé colonial. Oui. Alors, les écrivains qui arrivent en Italie, généralement, sont des écrivains qui apprennent la langue italienne comme une langue. Tout le monde n'ont pas étudié en italien, ils ne connaissent pas l'italien.
Alors, c'est une langue choisie dans la construction de la situation d'exil, mais c'est une langue choisie avec une certaine liberté pour s'exprimer au niveau ici, moi, alors, les phénomènes ont commencé au début des années 90 avec ce qu'on appelle la grande immigration. En Italie a été investie de cette grande migration. Mais moi, dans ce livre, je commence en 1960 parce qu'il y avait déjà des migrations nécessitées. En Italie, ce n'étaient pas les intellectuels qui venaient en Italie pour le grand tour culturel, mais c'était des exilés d'autres pays qui arrivaient et commençaient à utiliser l'italien. Je parle par exemple de Murilo Mendes, avec un Brésilien très connu qui a écrit le dernier livre, le dernier recueil de sa vie en Italie, pendant son exil. Donc, la première caractéristique. Il y a l'avant-garde, puis il y a le grand flux qui commence au début des années 90, et à un certain moment, à la moitié du Nil, ça commence à changer. Parce que, alors, les migrants, les écrivains surtout, n'arrivent plus en Italie avec l'idée de rester en Italie. Alors, les écrivains, parce que quand on parle des écrivains que je parle, sont des écrivains migrants des premiers qui arrivent et qui commencent. Maintenant, il y a des écrivains en Italie, mais qui sont des deuxième ou troisième génération. Et beaucoup des écrivains de première génération sont partis aussi aux États-Unis, ils ont suivi des carrières universitaires. Alors, la situation est différente et c'est la raison pour laquelle on a créé le Franck, pour laquelle je fais un doctorat ici, en France, parce que c'est pas la question italophonique est supérieure un peu. Oui, elle est dépassée. Alors, comment vous la définiriez, cette italophonie littéraire? Parce que c'est une notion qui renvoie à la francophonie, qui est littéraire, qui n'est. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Il n'y a pas une formation scolaire en italien. Alors, c'est une langue nouvelle. Et pour ça, c'est une langue que l'écrivain adopte plus librement. Et c'est une langue vitale et liée à la quotidiennité de la langue, plus qu'à la littérature italienne. Beaucoup de ces écrivains ne connaissent pas la littérature italienne. Ça c'est important parce que les écrivains postcoloniales qui arrivent en France ou en Angleterre et qui écrivent en français ou en anglais connaissent aussi la littérature. Pour les Italiens, c'est différent. Alors, c'est vraiment une nouvelle langue pour une culture qui n'a pas été touchée par la littérature italienne. Et comment donc la mémoire de la langue maternelle se répercute dans la langue d'écriture? Surtout au niveau rythmique. C'est le rythme de la langue qui reste dans la nouvelle langue. Surtout pour les langues liées qui ont une littérature liée à l'oralité. C'est pas le cas de l'italien. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'écrivain, c'est un exemple de cette nouvelle génération de l'après 2000 qui pourrait illustrer à travers son parcours des différences, pour ça on dirait ce qui troisième génération. Parce que vous faites dans votre livre les descriptions de 4 ou 5 écrivains qui ont, par leur parcours, illustrent un état de la langue, un état de cette littérature. Moi, je parle surtout des écrivains de première génération, des migrants. D'accord, oui. Par exemple, il y a une écrivaine qui maintenant commence à être connue ici en France, c'était Cristina Licora, qui a été somalienne. Alors, ça, c'est différent parce que ça, c'est un cas de postcolonial italien. Et alors, elle est venue en Italie, elle connaissait l'italien, elle était italien riche, et elle a écrit des romans magnifiques. Et puis, elle est partie en Belgique. Et maintenant, elle écrit aussi en français. Elle est traduite, et ses romans sont traduits
chez Zuma. Oui, oui. Et alors, dans votre avant-propos, et puis on donnera la parole tout de suite après, vous définissez les deux pôles d'intérêt fondamentaux sont la valeur intrinsèque de la production politique littéraire et la relation que cette dernière avec la production contemporaine. Il y a la question de la valeur qui se pose. Comment Il y a le même problème, je pense, à Europe qui ne peut pas être polémique ici, il y a le même problème de l'hétérophonie, de la francophonie. Oui. Une difficulté d'établir une valeur. Oui, de donner un l'hétérophonie, c'est pas l'hétérophonie italienne. C'est compliqué, mais moi, alors, il y a en 1998, oui. je commençais à diriger une collection politique qui s'appelait Oui. Citoyens de la police. Et cette collection avait une double préface. Alors, il y avait la première préface, c'était on confiait la préface à un intellectuel, un écrivain qui venait de la même nation que nous. Et puis il y avait une préface d'un poète italien qui appuie ce poète sur les bouts de la langue. Mais on a eu toujours des difficultés à trouver des poètes italiens qui étaient disponibles à considérer cette écriture au niveau littéraire. C'est qu'on cherchait, c'était toujours exotique, l'histoire de population, ou ce que cet auteur voyait de l'Italie, parce qu'il y avait cette sacralité de l'Italie. C'est bon, on ouvre là. Non, ça ne fait pas, donc je trouvais ça, et c'est bien. Rien n'a changé. C'est exactement le même, qui me pose les mêmes questions, mais alors, cette langue, ils ont des difficultés dans cette langue. Et comment c'était aussi votre travail, parce que c'est un travail pionnier que vous avez fait à cet égard. Est-ce que vous avez pu repérer la même chose en France? Bon, évidemment, il y a beaucoup d'ouvrages autour de ça, mais spécifiquement pour l'université, est-ce que vous avez trouvé des correspondances à cet égard? Est-ce que c'est vous interrogez justement cette italophonie littéraire? On a l'équivalent ici en France avec la francophonie, qui a été forgée par la communauté des pays francophones. Mais vous avez trouvé des correspondances? Oui, comme je disais, c'est la différence. C'est toujours la l'histoire de la colonisation. Mais on peut cacher un peu. Mais il y a la même rigidité et la même distance. Bon, ça ouvre donc la question de la période de question. Merci. Parce que, bon, à vous la parole, aussi le public de la table ronde, si vous voulez réagir, parce que vous voyez bien que l'articulation langue de la cité et langue de la littérature, à combien elles sont intrinsèquement liées. Oui, quelque chose en parallèle à Mia. Quand j'ai acquis les fins qui allaient être en libre accès pour les littératures francophones, l'expression française pour la BNF, il y a 25 ans, c'était forcément des gens qui savaient déjà le français. Le français, c'était une couleur, bien entendu. Et on voit bien qu'il y a une évolution parce que mon collègue Léo, la troisième personne après moi, a développé une code, on va dire, suivant les continents, parce qu'il y a maintenant de la littérature francophone, mais non issue du bilinguisme du français. J'ai des agrégations, il y a d'autres parmi qui voient, 25 ans, souvent d'Europe, mais en 25 ans, le chèque-fond a été suffisant pour le mettre sur les étagères, tu vois. Mais c'est pour ça, parce que ces mouvements ne sont pas. Moi, je le vois. Je crois qu'il y a aussi des étudiants ceux qui donnent. Quand même, en France, l'Académie française est présidée par Amin Malouf. Oui, c'est vrai. C'est quand même la francophonie dont je parlais à l'instant de départ.
Oui, mais ça a changé. Le bilinguisme avec des femmes. Non, mais Non, ça, c'est déjà. Ah oui, il y a des gens déjà, ça joue pas mal des fils, c'est la dernière fois. On a eu un président de. Mais la francophonie a eu des écrits avec les pays africains. Parce qu'en fait, en développant la francophonie, on tue les langues autochtones. La plupart des pays africains sont désintéressés par ça. Parce que la francophonie avait de Senghor et de Amari Diori n'était pas une francophonie ouverte au monde, d'un partage, développement partout, de tous côtés. Et aujourd'hui, la francophonie est devenue politique. C'est pourquoi la notion de francophonie pour moi, ça n'a plus de sens. Parce que la langue française est un pont. Parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y avait 103 dialectes. Il a fallu que le français vienne pour que le peuple se le dise. Donc, la langue française jouait un rôle très important. Ça fait bien. C'est intéressant la dimension politique qui vient, après qui vient s'imputer les langues. Il y a eu, si je peux compléter ça, il y a quand même eu des évolutions parallèles. C'est-à-dire qu'avec les indépendances africaines, ce qui s'est constitué sont des États-nations qui n'existaient pas. Ces États-nations qui se trouvaient pris entre la langue française et la langue dans laquelle ils avaient commencé à vivre, et puis le besoin de refaire vivre des langues à eux, qui soient des langues nationales, mais qui reviennent des langues nationales. Ce qui n'a pas toujours été facile, parce qu'il n'y avait plusieurs langues à l'intérieur de chacun de ces territoires, mais il y a eu quand même cette double complexité d'avoir construit en même temps un État qui n'existait pas, une notion d'esprit national qui n'existait pas, et une langue à partir de plusieurs langues. C'est encore pire que ça, parce que tu dis qu'il y avait des langues à l'intérieur de la nation, vous voulez montrer, mais il y avait aussi des langues transnationales. Je ne vais pas compliquer les choses. Moi, je voudrais compliquer, donc il y avait du très particulier de l'international et je pense que c'est Et justement, pour faire le parallèle avec la personne, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Iran est par définition un État, un pays multiethnique, multilinguistique. C'est un mosaïque de peuples, c'est un mosaïque de langues et de dialectes. On dénombre jusqu'à 72 langues et dialectes différents parlés en Iran, de l'Azerbaïdjan jusqu'au Baloutchistan, de Khouzistan jusqu'au Kurdistan. Et il y a énormément de langues différentes. Certes, la plupart font partie des langues indo-européennes, mais c'est différent du persan. Et le persan, en réalité, est apparu comme le nom de votre association. Effectivement, il est devenu le franco-lingua. C'était la langue de connexion de toutes ces ethnies, de tous ces peuples pour construire une nation. D'ailleurs, ce qui est intéressant pour le cas de l'Iran, c'est que la construction de l'Empire perse aussi, c'est que, en réalité, même avant la création même d'un État central national, ces peuples-là, ils ont commencé à interagir avec une langue de communication, le persan. Comme ça, ils ont construit exactement, ils ont fait nation. Donc, le persan a été, en fait, il n'est plus considéré comme une langue ethnique appartenant uniquement aux descendants de ce qu'étaient les anciens Perses. C'est devenu une langue nationale à part entière qu'elle est partagée avec toutes les personnes qui ont chez eux une langue maternelle. Ils peuvent parler azéri, comme un Iranien sur 3 parle azéri, un Iranien sur 4 parle kurde. Et plus de la moitié des Iraniens ne parlent pas, presque la moitié, voire plus de la moitié, même les sondages, les statistiques, elles sont un peu politiques en réalité. On peut dire que plus de la moitié presque n'ont pas le persan comme langue maternelle. Et même pas un dialecte de persan comme langue maternelle. Ils ont une autre langue, mais le persan, c'est la langue de l'administration, c'est la langue de la littérature, de l'enseignement, de l'éducation et de communication entre toutes les régions. Et donc, la nation iranienne, elle existe notamment grâce aux persans. Et après aussi l'arrivée de l'islam, il n'y a que 2 exemples de pays qui ont été conquis par les musulmans, qui ont intégré à des califats islamiques, que ce soit le califat d'Occident, le califat d'Orient, le califat de Cordoue, le califat de Bagdad, le califat de Damas.
Il n'y a que deux exceptions, c'est l'Espagne et l'Iran, qui n'ont pas été arabisés. Tous les autres territoires ont été arabisés. Ce sont des peuples arabisés. Et l'Iran a su régénérer son identité nationale grâce aux Persans, avec notamment l'émergence des poètes persans après l'arrivée de l'islam. Le premier persan qui a écrit en langue persane, mais avec l'alphabet arabe, parce qu'on avait perdu l'alphabet qu'on utilisait avant l'arrivée de l'islam, c'est Roudaki en Asie centrale, qui est considéré comme le père fondateur du persan moderne. Et après, notamment, la grande figure, vous avez certainement entendu parler de Ferdowsi, qui est le grand poète national iranien, vers l'an 1000, qui a compilé toutes les épopées fondatrices de la nation iranienne. C'est l'équivalent de Gilgamesh, c'est l'équivalent de l'Iliade, de l'Odyssée, etc. Selon le nom du livre des rois, il les a compilés et il les a écrits en persan, avec le nouvel alphabet perso-arabe. Et Ferdowsi est considéré comme le régénérateur, comme le refondateur de la nation iranienne grâce à la poésie en langue persane. Donc, on voit à quel point la langue est fondamentale et le ciment de la nation. Et ils ont mis l'entre-là avec. On les considère pas, au moins l'Italie, qui est un pays très provincial. Les Italiens ne connaissent pas beaucoup de langues. Et on a chaque fois qu'on rencontre cette atout colonial, et on ne considère pas la plurilinguisme de cette terrible. Ils connaissent beaucoup de langues, la langue de la colonisation et puis les autres langues, mais qui sont considérées comme ça parce qu'ils n'écrivent pas en italien au début correct. Oui, oui. C'est incroyable. Oui, c'est-à-dire que c'est très intéressant. Moi, je l'ai vécu en Anvers, parce que moi, je suis né en Italie. Et je parle italien, évidemment, mais on sent à un moment donné qu'il faut vraiment bien le parler, ça va être accepté. On sent qu'il y a une technique qui se passe, parce qu'on maîtrise parfaitement, qui devient presque intolérable. Comment tu... Il y a un purisme parce que l'italien a eu du mal à se constituer. Bien sûr. Oui, c'est ça. Il y a des éléments qui Oui. viennent comme chien dans un jeu de filles, alors c'est la panique parce qu'on va se retrouver comme. Mais c'est une langue, James Holmes parle d'une langue arlequin. C'est une langue de petites pièces. Et il y a les dialectes aussi qui sont très importants. Ça devrait être la langue plus accueillante, plus accueillante des autres, mais c'est pas ça, c'est pas le cas. En tout cas, pas au niveau littéraire. Parce que là, on demande effectivement le passeport estampillé avec les bons. Est-ce qu'il y a d'autres questions que ce soulève? On ne vous a pas entendu. Vous pourriez réagir si vous le souhaitez, parce que j'ai compris que vous étiez associé, très près au glossaire. Voulez-vous réagir? Qu'est-ce que ça vous. Qu'est-ce qui a été dit à ce qu'a dit votre collègue? J'aurais pas grand-chose à rajouter, mais juste revenir sur deux, trois points par rapport à la francophonie, parce que effectivement, moi, j'ai un pays qui est Mali, donc qui est considéré comme un pays francophone. Oui. C'est vrai que bon, la notion du français ou l'usage du français, donc du coup, dans certains des pays africains, donc, du moins sa dimension francophonique est à relativiser parce que chez nous au Mali, 90% de la population, voire plus, ne parle pas le français. Donc, du coup, est-ce qu'on peut parler de francophonie, par exemple, dans le pareil cas? Et généralement, dans les pays africains où le français a pu servir de pont, du moins, donc, le français a pu être utilisé comme moyen d'unification entre les différents peuples, ce sont les langues dans lesquelles aucune des langues nationales n'a pu s'imposer. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, effectivement, donc, il y a plusieurs langues. Le Mali, on a plus de 50, autour de 72, à peu près pareil que vous. Mais la Côte d'Ivoire, par exemple, si on prend la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune des langues ivoiriennes en fait, qui a su émerger justement de ce lot.
Et quand on prend le nord, on va avoir du la faune, les malinqués, etc. Et quand on va ailleurs, donc on va avoir d'autres langues comme le baoulé, etc. Et donc, du coup, effectivement, dans cette configuration de cette mosaïque, justement, donc, où aucune des langues n'a pu émerger, donc, le français, justement, donc, a servi donc, de pont pour l'usage quotidien. Bon, après, donc, du coup, c'est un français nouveau qui a été créé, par exemple, pour la Côte d'Ivoire. Le français de Côte d'Ivoire, je dirais que c'est un français à part entière, parce que c'est un français qui est à la fois, disons, donc, du coup, le mariage entre le français littéraire académique, avec un mélange des autres langues locales. Et quand un Ivoirien parle français, moi je retrouve exactement la structure syntaxique du Bambara ou du Malinké. C'est vraiment une autre manière. Et même dans la façon d'exprimer les expressions, on va retrouver exactement donc, la même chose. Donc, alors, je dirais pas que la francophonie a tué donc beaucoup de langues africaines. Cela dit, effectivement, donc ça a plus ou moins empêché, disons leur usage, du moins restreint leur usage. Alors, moi personnellement, ce que je trouve assez dommage, c'est une question politique. Oui. C'est arrivé donc à nos politiques, justement, donc de faire en sorte, même si cela a été fait, donc que les langues africaines qui sont utilisées au quotidien, au final, hein, parce que je fais partie d'une génération où j'étais puni quand je parlais ma langue à l'école. À mon époque, par exemple, dans la cour de l'école, dans l'enceinte de l'école, si je parlais ma langue maternelle, on me remettait un bout de bois qu'on appelait le symbole. Et l'élève, en fait, qui avait ce bout de bois à la fin de la journée, devait payer une amende. Justement pour avoir parlé sa langue. Mais alors que quand je sors de l'école, je n'entends le français nulle part. Dans mon quotidien, je n'entends pas le français. Alors, moi, je suis c'est une configuration autre parce que je me suis soniqué à naissance. À la maison, je parle soniqué seulement avec mes parents. Mais avec mes frères, mes amis, je veux parler le bambara, qui est la langue véhiculaire romaine. Donc, c'est vraiment une configuration. Bon, je suis exposé plutôt à ces différentes langues, mais que j'étais obligé, auquel j'étais obligé de renoncer une fois que j'étais dans l'enceinte de l'école. Quelque part, donc, c'est vraiment c'était une autre époque, une autre configuration où le rapport en fait à la langue va changer donc du coup d'un endroit à un autre. Si je vais dans l'administration, je n'entendrai pas donc, ni le bambara, ni le djibouti. Je vais entendre le français. Ben, oui. Donc, du coup, ça fait une sorte de schizophrénie linguistique entre guillemets. C'est un peu bon. Exactement. Voilà. On reprend les accents. Exactement. Donc, du coup, c'est vraiment une autre configuration. Je citais un nom de ce sociolinguiste Henri Gobard qui avait été cité par Gilles Deleuze. Et il expliquait qu'il y avait 4 niveaux de langue. Et on pouvait changer de langue en fonction du niveau de la langue, le vernaculaire, qui est la langue maternelle. La langue maternelle, la langue de la cité, dont on vient de parler, la langue de référence, la langue de la culture, la langue de la littérature, et la langue sacrée. Et à un moment donné, ça dépendait des situations dans lesquelles on était. Mais on a toujours, en fait, tout un chacun, on a toujours écrit dans une langue étrangère. On pourrait dire, les écrivains, on pourrait faire, comme le disait d'ailleurs Proust, si on essaie de notre langue maternelle. Bon, en fait, c'est ça, le défi, on va conclure, le défi aujourd'hui, c'est de retrouver ce multilinguisme sans la charge politique, le poids politique qu'elle a acquis ces dernières années. C'est une piste qui peut être intéressante à explorer et faire bouger justement l'État, non pas vers l'État-nation qui a eu son œuvre de mort, qui l'a toujours d'une certaine façon, mais qui restreint beaucoup aujourd'hui avec les enjeux mondialisés, et vers un État qui ouvre, et donc qui serait un État plus lié à la culture et d'ailleurs c'est le projet de la maison de la culture.
On rêve d'un État qui serait accueillant à plusieurs langues. Pas une. Ça, c'est le défi. Alors, une dernière question, madame? Oui. Invitation. Ah oui, Faire une remarque avant de devenir un choix politique. Oui. La langue a été d'abord rêvée. Ah oui. Moi, j'ai vu dans ma famille, parce que chaque personne a une langue maternelle différente. Donc, si l'on veut, je parle français parce que c'était vraiment le rêve de mes parents que je parle français. Donc, je parle français. Mais par contre, on a changé de pays. Et pour ma sœur, alors le rêve n'était pas la même chose, n'était pas le même. Et c'était pareil l'anglais. Donc, elle parle l'anglais. Voilà. Parce que c'était le rêve à ce moment-là. Et c'est marrant de voir comment les rêves. Porté par les parents. Voilà, ils changent dans une même famille. Oui. Et donc, du coup, alors chacun parle une langue différente parce que le rêve, il était différent. Il y a toujours un rêve. Mais il y a toujours la langue rêvée. Oui, la langue parfaite, on peut remonter à Dante et à d'autres. C'est toujours la langue du paradis qu'on essaie de retrouver. Enfin, voilà, c'est dans le cadre chrétien, il y a quelque chose de mythique, la langue de son double. Enfin, c'est ce qui manque et qu'on va retrouver, la langue de l'enfance ici. La langue de la poésie. La langue de la poésie, évidemment. Le cas de la nation iranienne a pu survivre à toutes les invasions. D'abord l'invasion grecque par Alexandre le Grand, ensuite l'invasion arabe avec sa conquête islamique, ensuite l'invasion mongole par Genghis Khan, ensuite les successives invasions turco-mongoles. Il y en a eu plusieurs invasions turco-mongoles. Chacune de ces invasions-là aurait pu anéantir la nation iranienne. Mais la nation iranienne, elle a pu survivre au-delà de 3000 ans jusqu'à aujourd'hui grâce à la poésie persane. C'est le cas de l'italien, mais je peux permettre de continuer dans le même sens. En fait, même quand on parle du Coran, c'est ce qui est très important et sacré pour les musulmans. À la base, c'est venu en langue qui veut dire la poésie parce que c'était la chose le plus important à l'époque dans la péninsule arabique. Surtout avec le parler et le dialecte de Quraysh, la tribu centrale de la région. Donc c'est vraiment une forme de « ok, vous voulez de la poésie, et voilà, c'est un Dieu qui vous dit de la poésie aussi. Regardez ce que les deux. Donc c'est à peu près la même chose, c'est juste pour leur dire, c'est aussi la poésie, et ça reste dans la même direction. C'est vraiment... Dans l'Afrique de l'Ouest, les commerçants, on les appelait les Djoula. Il y avait une langue Djoula qui se parlait du Sénégal, du Mali, du Niger, en Guinée. C'est une langue commerciale. Les nomades, les commerciaux, les commerçants ambulants, de pays en pays, ils faisaient le tout. Et cette langue était parlée en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est différente des autres pays africains parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une nation, c'est un peuple. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Sénégal est une nation, le Mali est une nation, mais la Côte d'Ivoire est un peuple. Alors, la question du peuple, ça c'est des chants. Écoutez, par là, on va faire la poésie, c'est une bonne conclusion, et le peuple aussi, la poésie du peuple, le peuple de la poésie. Voilà, pour conclure cette rencontre, je vous remercie à tous et à toutes d'être venus.